Oula. Bonjour à tous et bienvenue pour cette Agora des présidents avec Frédéric Moine, directeur général adjoint du groupe Albioma. Alors Albioma, je ne vous le présente plus puisque beaucoup d'entre vous se souviennent de Séchilienne Sidec, filiale d'Air Liquide. Et d'ailleurs à ce titre, vous avez comme Air Liquide un fort actionnariat individuel. Oui, c'est exact. Bonjour à tous. Je suis Frédéric Moine, je suis le directeur général d'Albioma. Oui, nous avons 20 000 actionnaires individuels, sans doute hérités de la période où nous nous appelions Séchilienne, puis Séchilienne Sidec. 20 000 actionnaires individuels qui représentent à peu près le tiers de notre flottant. Donc, merci à vous. Peut-être aujourd'hui, quelques actionnaires individuels que je salue. Alors, vous êtes un groupe spécialisé dans les énergies alternatives, enfin dites alternatives. Alors, chez Albioma, les énergies alternatives, qu'est-ce que c'est ? Alors, en deux mots, Albioma est un producteur d'électricité. Revenons à la base. Nous produisons de l'électricité et nous produisons une électricité qui a trois caractéristiques. C'est une électricité qui est renouvelable. Bon, ça, jusque-là, c'est facile à comprendre. C'est une électricité qui est de base, donc elle est disponible 24 heures sur 24 pour le gestionnaire de réseau. Ça, c'est une différence, puisque certaines des énergies renouvelables sont intermittentes, comme vous le savez, par exemple l'éolien ou le solaire. Il n'y a de l'énergie solaire que quand il y a du soleil, de l'éolien que quand il y a du vent. Nous produisons de l'énergie à partir de cette matière. Pour la majeure partie d'entre elles, cette matière, ça s'appelle de la bagasse. C'est le résidu fibreux de la canne à sucre après broyage. Donc la troisième caractéristique de notre énergie renouvelable de base est issue de cette fameuse bagasse. D'accord. Et cette bagasse, vous la trouvez où ? Alors nous la trouvons historiquement dans les départements d'outre-mer. Nous sommes un gros fournisseur d'électricité dans tous les départements français d'outre-mer. À La Réunion, où nous avons une part de marché assez significative de plus de 60% de la production d'électricité. Également en Guadeloupe, bientôt à la Martinique, où nous construisons une grosse centrale, peut-être y reviendrons-nous, et également à l'île Maurice. Et oui, alors l'île Maurice, c'est plus depuis très longtemps un département d'outre-mer. Absolument. Mais on y parle français. En revanche, la canne à sucre, ça se produit dans beaucoup d'autres endroits, au Brésil en particulier. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir il y a un peu plus de 3 ans maintenant une filiale au Brésil, qui est le premier pays producteur de sucre au monde. Juste pour donner quelques ordres de grandeur, par exemple à La Réunion, où nous opérons 2 centrales thermiques, il y a à peu près 2 millions de tonnes de canne à La Réunion. Au Brésil, 700 millions. Donc vous voyez la profondeur de marché qui est assez considérable. C'est la première raison pour laquelle nous avons décidé de nous implanter au Brésil. Et juste un petit mot additionnel, si vous me permettez. À La Réunion ou dans les autres départements où nous opérons, nous avons ce savoir-faire de valorisation de cette matière dans des conditions environnementales et surtout des conditions thermodynamiques excellentes, ce qui font que nous extrayons un nombre de kilowattheures exportés sur le réseau très élevé, à peu près 120 kilowattheures exportés par tonne de canne. Je vous dis ça non pas pour que vous reteniez le chiffre, mais juste à titre de comparaison par rapport à ce qui se fait sur le marché brésilien, où quand on regarde l'ensemble de l'industrie sucrière au Brésil, tous les sucriers consomment de l'énergie, ont besoin d'unités de production d'énergie pour leur process de production de sucre, mais ils valorisent donc tous cette bagasse, puisqu'ils processent tous leur canne à sucre, sauf qu'ils la valorisent dans des conditions de rendement de l'ordre de 50 kWh par tonne de canne, 120 dans nos propres usines. C'est la deuxième raison pour laquelle nous avons décidé d'entrer au Brésil, parce que nous y voyions à l'époque un moyen d'exporter ce savoir-faire très fort que nous avons développé depuis 20 ans dans les départements d'outre-mer. Vous êtes très nombreux à exercer cette activité au Brésil ? C'est une industrie très éclatée ou... En réalité, notre premier concurrent, puisque si c'est ça le fond de votre question, ce sont les sucriers eux-mêmes. Donc notre travail au Brésil est d'aller convaincre des sucriers... De sous-traiter finalement. De sous-traiter, exactement. De sous-traiter leur production d'électricité. Ce que nous avons fait avec succès, puisque nous avons maintenant 2 usines qui tournent. Nous avons signé un 3e contrat au cours du premier semestre 2016. Et donc nous validons aujourd'hui la pertinence de ce modèle au Brésil. Alors, vous parliez de la Martinique tout à l'heure, vous avez une grosse centrale en construction. Le tribunal administratif a invalidé l'autorisation d'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Expliquez-nous Alors, juste d'abord les échéances. Peut-être un petit mot de contexte.
C'est effectivement une grosse centrale en construction de 36 MW sur la côte atlantique de la Martinique, pour ceux qui connaissent, donc au Galion, sur le site de l'unique sucrerie de l'île. C'est une centrale qui représente un investissement de 185 millions d'euros et qui va permettre à la Martinique de passer de 5% d'électricité renouvelable. La Martinique, c'est le département d'outre-mer où il y a le moins d'énergie renouvelable, à 15% d'énergie renouvelable. Donc dans le cadre de la loi de transition énergétique voulue par le gouvernement, qui fixe un objectif de 50% d'énergie renouvelable à horizon 2020. Et c'est une centrale qui, par ailleurs, va permettre de renforcer la solidité du réseau, dans la mesure où le réseau martiniquais est très fragile. Il souffre de nombreux blackouts, et le moyen de base que nous allons y construire va permettre de solidifier le réseau. Donc, pour construire une centrale, on a besoin d'un permis de construire. Le permis de construire, aujourd'hui, il est libre de tout recours, il n'est pas attaqué, et donc c'est ce qui nous permet de continuer à construire. Pour exploiter ensuite la centrale, nous avons effectivement besoin d'un arrêté d'autorisation d'exploiter qui est délivré par le préfet, et c'est cet arrêté qui a été annulé récemment. Nous mettons tout en œuvre pour récupérer un arrêté en bonne et due forme, nous permettant de procéder au test de la centrale dans les prochains mois et de la mettre en service à la fin de l'été 2017, comme nous l'avons annoncé. Donc le tribunal administratif, en fait, il s'est prononcé sur la forme de l'arrêté plus que sur son fond. Oui, le tribunal administratif a annulé l'arrêté. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il a annulé l'arrêté sur un problème de prétendue incompatibilité avec un schéma de gestion des eaux. Nous sommes très confiants quant à notre capacité à démontrer que le projet fait du sens pour la collectivité et ne souffre pas de vices particuliers sur ces sujets-là. Alors, on entend souvent, vu de métropole, si je puis employer ce terme, quand on parle des DOM ou des dom-tom, et ce type d'activité, on entend souvent parler de subventions, aides. Votre activité dépend beaucoup de ces subventions ou vous êtes totalement autonome? Alors, si nous avons réussi à nous installer au Brésil et à racheter 2 centrales et à y vendre notre énergie, c'est que dans un marché totalement dérégulé, nous y sommes compétitifs. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes également compétitifs dans les zones dans lesquelles nous opérons, notamment donc, dans l'outre-mer français. L'électricité que nous produisons est une électricité qui est ce qu'on appelle en termes de géographie électrique la première appelée par le gestionnaire de réseau. Donc le gestionnaire de réseau dans les îles, il a différents moyens de production à sa disposition. Il a les centrales Albioma, il a également des groupes de moteurs diesel opérés par EDF, Système énergétique insulaire. Il a du photovoltaïque, il a de temps en temps un petit peu d'éolien. Eh bien, l'électricité la moins chère à disposition du réseau aujourd'hui, c'est l'électricité produite par les centrales thermiques du groupe Albioma. Donc nous sommes compétitifs et nous ne dépendons pas d'aides particulières dans ces territoires. Juste rapidement pour finir, vous produisez de l'électricité. Il y a beaucoup de sources de production d'électricité dans le monde. Quand le pétrole passe de $110 à $40, est-ce que ça a un impact sur votre activité et sur votre rentabilité? Non, ça n'a pas d'impact immédiat, direct sur notre activité. Nous avons une structure de contrat, notamment dans les départements d'outre-mer, au terme de laquelle nous mettons à disposition du gestionnaire de réseau des outils. Et c'est EDF, en l'occurrence, qui appelle les outils et nous sommes rémunérés pour la disponibilité de notre outil. Donc nous, ce qui importe, c'est d'avoir un outil disponible, un outil techniquement fiable, et nous sommes relativement peu sensibles au prix des combustibles utilisés qui peuvent varier et que nous répercutons dans les formules de prix de vente du kilowattheure variable à notre client. Vous parliez du Brésil plus tôt et en particulier de la qualité de votre outil de production par rapport à ceux de vos concurrents et en particulier de ceux des sucriers. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient vous intéresser dans un développement futur? Oui. Et en particulier, et aussi, pardon, excusez-moi, parce que je suis en train d'oublier un élément important de votre stratégie, c'est votre diversification dans le solaire. Oui. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. Oui. Alors juste un mot pour répondre sur les autres pays. Il y a du sucre dans beaucoup d'autres pays du monde. Il y en a qui sont sympathiques et d'autres un petit peu moins. Notre objectif est d'arriver d'abord à une taille critique au Brésil
pour justifier cet investissement. Je vous l'ai dit, 700 millions de tonnes de canne au Brésil. On est au début de notre aventure brésilienne. C'est un pays compliqué, mais c'est un pays sur lequel la pertinence de notre modèle aujourd'hui est avérée. Quant à aller demain sur d'autres zones géographiques, on l'a dit, on regarde et on a des équipes au travail sur l'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande par exemple, qui est un pays producteur, le 4e pays producteur de sucre au monde, et puis par capillarité, si l'on peut dire, du Brésil, il y a d'autres pays producteurs de sucre comme la Colombie. Et un mot sur le solaire. Et un mot pour finir sur le solaire. Vous savez qu'on a 2 métiers, le thermique, valorisation de cette bagasse, mais également le solaire. Et un mot pour vous dire que sur le solaire, nous avons été également au cours du premier semestre lauréat d'un appel d'offres qui avait été lancé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, sur du solaire avec stockage dans les départements d'outre-mer. Nous avons été le premier attributaire de cet appel d'offres. Il y a un petit peu plus de technologie. Et en quoi consistait cet appel d'offres? Il consistait à répondre aux gestionnaires de réseau avec une solution permettant de s'affranchir du caractère intermittent de l'énergie solaire. Et donc de faire passer le solaire du statut d'énergie intermittente, non pas à celui du statut d'énergie de base disponible 24 heures sur 24, puisque pendant 12 heures par jour, il fait nuit quand même, mais au statut d'énergie dite garantie. C'est-à-dire que ce qu'il faut être capable maintenant de fournir aux gestionnaires de réseau, grâce à du stockage et des batteries, c'est une énergie que l'on peut prévoir du jour pour le lendemain en fonction du cycle charge-décharge des batteries et de la prévision météorologique. Donc un peu de savoir-faire technologique pour garantir aux gestionnaires de réseau une montée en charge, un plateau et une descente avec des points et des engagements de performance du système que l'on opère. Donc un petit peu de savoir-faire technologique là derrière. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste encore quelques minutes. Oui, monsieur, allez-y. Est-ce que vous avez souffert des difficultés au Brésil? Alors, difficultés politiques et économiques? Non, politique non. Vous savez qu'au Brésil, tout va très vite. Moi, je reviens de 3 ans, un peu plus de 3 ans passés au Brésil. C'est moi qui étais en charge d'ouvrir la filiale au Brésil. Donc, je suis assez bien placé pour savoir que c'est un pays où ça fait comme ça, mais globalement plutôt orienté comme ça, ou comme ça, si vous me voyez, pour me voir dans le bon sens. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde le Brésil, que se passe-t-il? L'inflation est en baisse, les taux d'intérêt, c'est important pour nous, sont en baisse, les prix de l'énergie, et notamment de l'énergie court terme, sont en hausse. On a un spot aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des détails, mais à 240 reais du mégawattheure, largement au-dessus de nos business plans d'acquisition de nos deux centrales. Et on a un prix du sucre sur le mondial qui est au plus haut jamais atteint. Donc on a des contreparties dont la santé s'améliore, ce qui est bien aussi parce que nous dépendons de nos contreparties pour générer de l'électricité. Oui, monsieur. Oui, vous ne nous avez pas parlé de l'activité méthanisation. C'est une activité petite chez Albioma qui a certaines difficultés. Les difficultés techniques, apparemment, vous les avez résolues. Par contre, il y a des difficultés tarifaires et des difficultés de rentabilité de ce métier-là. Quel est le devenir de ce métier-là dans le groupe Albioma? Alors, écoutez, je vais être franc avec vous. Je vais utiliser l'expression consacrée. Nous avons une réflexion stratégique qui est en cours sur le sujet. L'activité est relativement marginale chez nous, 3 MW sur 700 MW installés, ça représente peu de choses. C'est une activité qui n'est pas rentable. Et donc l'objectif est de trouver une solution pour régler le problème. Vers quel horizon les conclusions de cette réflexion? À la fin de l'année. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Moine, pour cette discussion. Merci. Et puis, je présume que vous serez disponible sur votre stand pour répondre à d'autres questions éventuelles des actionnaires. Le stand qui se trouve juste là. Je ne sais pas où, mais par ici. Juste pas loin. Voilà. On a perdu un peu le sens de l'orientation. Voilà, là-bas. Merci. Merci à tous.